Moi, je n'aurais pas de témoignage à faire. Oui, juste deux questions. Vraiment débordé. Donc, moi, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt tous les intervenants. Et je vous remercie tous, les uns et les autres, parce que vous nous avez édifiés par vos interventions. Et je voudrais poser deux questions à Mme Aminata Traoré et à M. Alain Corrèze. Alors, Mme Aminata Traoré, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Et j'aurais pu en ajouter, mais vous avez vraiment tout dit. Je suis vraiment d'accord avec tout ce que vous avez dit. Seulement, autant j'ai compris que vous ne souhaitez pas, en tout cas vous êtes très réservé par rapport à l'intervention militaire au Mali. Quand je dis réservé, je devrais peut-être dire même opposé à cette intervention. Je voudrais vous demander, et je vous comprends parfaitement, parce que là c'est le peuple qui paierait encore une fois le lot élu. Je vous demanderais d'essayer de nous dire si vous avez quelques perspectives. Comment pourrait-on arriver à renouer le dialogue entre les frères du Nord et ceux du Sud pour justement reconquérir l'intégrité territoriale du Mali. Et puis pour M. Alain Corrèze, bon, j'aurais pu vous poser beaucoup de questions, mais je voudrais juste vous demander, je voudrais d'abord dire ceci, nous ne sommes plus en période de guerre froide. Bon. Comment pourriez-vous justifier l'existence de l'OTAN actuellement? Deuxième question, pensez-vous que une instance comme les Nations Unies, et notamment le Conseil de sécurité, qui devrait être un forum de dialogue et d'égalité, pensez-vous que les membres permanents du Conseil de sécurité seraient prêts à abandonner leur droit de veto? Et pensez-vous qu'il pourrait y avoir un jour un élargissement véritable du Conseil de sécurité pour que tous les pays soient à l'égalité et puissent avoir pesé du même poids? Merci. Vous savez, c'est extrêmement douloureux. Une grande complexité de savoir que parmi nous, les assaillants, ils ont infiltré les villes. Moi, ce qui me nappe, c'est qu'à aucun moment il y a eu de débat véritable. À aucun moment jusqu'à présent. Je n'ai pas vu un seul moment où on a dit, comme par le passé, parce qu'il y a les autres rébellions ont trouvé leur solution dans des rencontres avec l'arbitrage de l'Algérie. Mais jusqu'à présent, à moins qu'il y ait des réunions secrètes, moi je n'ai pas vu, je n'ai pas entendu parler d'une seule rencontre entre les autorités maliennes et le MNLA. Bon. Et ce que je sais, on dit chez nous qu'il ne faut pas creuser la souricière avec le pilon. Ce qu'ils veulent faire maintenant, il y a une manière de sortir les choses sans tout casser. Et l'attelage Touareg islamiste ne durera pas. Déjà, ils ont déclaré, on est ensemble, on n'est pas ensemble, on est ensemble, culturellement parlant. Et quand ce que je sais de la société malienne et de la société touareg, je ne vois pas comment ils vont s'accommoder de la charia. Donc déjà, à l'intérieur, moi je suis sûr que pour l'instant, on fait ça pour impressionner le monde, pour dire on est fort, parce que le MNLA tient sa force de l'appui logistique de ACMI et financier de ACMI. Donc le divorce n'a pas eu lieu, mais ce divorce aura lieu. Quelque chose me dit, peut-être que je suis trop pessimiste et optimiste, que les Touaregs vont se rendre compte très rapidement qu'ils se sont fourvoyés. Et ils vont regretter parce qu'entre la société malienne qui a beau être compliquée, qui a beau être, même si nous n'en sommes pas satisfaits, entre un Mali et avec son semblant de démocratie, ou en tout cas on vivait ensemble, parce que c'est mon homologue, ministre de l'artisanat et du tourisme, Zakiatou, et je connais Ag Youssouf, son mari. Je sais, il fut un moment où on se rencontre, on parle, on essaie de voir comment on peut recréer la culture malienne. Mais je ne peux pas m'imaginer que toute cette amitié, comme elle l'a dit,
tout ce qu'on a à construire les uns des autres, que tout cela disparaît du jour au lendemain, qu'eux, ils veulent un pays à part. Ils ne sont pas nombreux, ils ne peuvent pas tenir ce pays. Et il y a des Songhai, il y a des Peuls, il y a des Dogons, il y a des tas d'autres et démographiquement, ils ne peuvent pas tenir. Et au plan religieux, ça ne peut pas tenir. Donc moi, je me suis dit, et comme par le passé, les autres rébellions se sont essoufflées, il va y avoir un moment où on va pouvoir dire, attendez, moi, mon analyse de la situation, comme vous l'avez dit, je mets la crise malienne entre guillemets, parce que c'est une crise de la démocratie. Et c'est ça qui ne plaît pas. Quand on dit que ce qu'on nous a servi comme démocratie, j'insiste là-dessus, 140 partis politiques dans un petit pays de 14 millions d'habitants, en fait, les Occidentaux se moquent de nous, ils savent que ce n'est pas de la démocratie. Moi, je l'ai toujours dit. Mais puisque ce n'est pas de la démocratie, les remises en question, il faut les faire à l'échelle du pays. Là où les Touaregs se sont trompés, ils croient que c'est un traitement à part qu'on leur a infligé. Mais ils ne savent pas qu'en réalité, nous nous sommes fourvoyés tous dans un modèle de développement et de démocratie qui ne marche pas. Moi, je me dis que si on met tout à place, c'est ce que j'ai dit aujourd'hui dans le cadre d'une émission sur les écoutes, ça passe tout à l'heure à minuit et demi d'ailleurs. Et on m'a posé la question à propos de la Côte d'Ivoire. Moi, je dis, à un moment donné, quand il y a eu ce face-à-face à Alassane et Gbagbo, j'aurais voulu que les deux nous parlent des enjeux économiques. Qu'est-ce qu'il y a? Personne ne l'a fait. On nous parle seulement des élections et des urnes. Les vraies questions, si les politiciens africains nous donnaient les moyens de les comprendre, on aurait fait l'économie de la rébellion. Parce que les rebelles aussi ont leur propre élite qui ont participé à la direction du pays. On ne peut pas nous dire aujourd'hui que tout est de la faute de Atité. Il y avait des ministres Touaregs, il y a des personnalités politiques Touaregs. Où est-ce qu'ils étaient pendant tout ce temps? Donc après chaque rébellion, quand un Touareg vient dans le gouvernement, il fait comme les autres, ses autres camarades du Sud. Ensemble, on développe, on fait des affaires, et puis, résultat des courses, ce sont les peuples qui s'entretuent. Donc moi je dis que si le jour où on parviendra à poser un point diagnostic, à respecter les peuples, le manque total de respect, il y a un mépris souverain pour les peuples partout aujourd'hui. Personne n'a confiance aux peuples, en leur repère, leurs valeurs, leur capacité d'imaginer leur propre modèle démocratique. Donc la conclusion pour moi, c'est la créativité politique. La créativité politique, la liberté de penser. L'Occident ne nous a jamais reconnu ça. Sarko est venu nous dire qu'on n'est pas assez rentré dans l'histoire. Il pense aussi qu'on est incapable de nous gérer, alors que nous avons nos propres mécanismes de régulation des conflits, de gestion des conflits. Si on nous laisse la latitude entre Touareg et autres Maliens, on trouve la solution. Mais les islamistes maintenant, la question va se régler. Parce que l'islam est au Mali depuis le 9e siècle. Donc on n'a pas attendu Acmi et les Ansardines. Et les gens sont suffisamment religieux au Mali pour ne pas s'en laisser compter par Ansardine. D'autant plus que le représentant de Ansardine est un Touareg, donc qui est représentant le Mali en Arabie Saoudite. Et ce que vous dites justement, c'est cette dimension qu'il faut intégrer. Le Qatar est dans l'affaire. L'Arabie Saoudite, parce que le Qatar, ce n'est pas seulement les terres agricoles, c'est aussi les réserves de gaz de la bande sahélienne. Le Qatar sait que dans quelques années, sa source principale de richesse va s'épuiser. Alors s'il peut accompagner les grands dans leur guerre de convoitise, et pourquoi pas? Je crois que le Qatar se trompe aussi de guerre, mais malheureusement c'est comme ça. Vraiment, ça va qu'on me passe le micro, je vais dire comme ma fille et ma soeur. Et quand on nous dit que la France, d'abord quand vous dites que où est l'intérêt de la France, c'est une grande question. C'est une question politique et morale. C'est-à-dire que la France ne peut pas être à la fois le pays des droits de l'homme, mais qui va penser d'abord en fonction de ses intérêts dans ses relations avec des petits pays qu'elle va nécessairement écraser. Donc moi je sais qu'on ne peut pas dire que la France c'est les États-Unis, mais la France et les États-Unis se regardent en chaîne faïence parce que chacun veut implanter ses bases militaires. Je sais qu'on n'en a plus. Il y a l'Africom qui n'avait pas trouvé sa place, mais dans le conflit malien, il y a une question aussi de la place en tout cas si c'est une base militaire à Sévaré ou à Thessalie, je n'en sais rien, mais la France cherche à garder un pied dans cette zone-là face aux avancées de la Chine. Elle n'est pas totalement innocente.
Alors, pour répondre à votre question sur l'OTAN, j'y réponds très simplement. Non, l'OTAN, à mes yeux, n'a plus de raison d'être, puisque cette alliance entre les États de l'Atlantique Nord avait été créée en 1947 pour s'opposer au communisme soviétique. Donc à partir du moment où l'URSS s'est effondré, il n'y avait plus de justification véritable de l'OTAN. Donc moi, j'aurais souhaité qu'à ce moment-là, la France dise, bon, ben, en tout cas nous, on se retire même de l'Alliance Atlantique, parce qu'il n'y avait plus de raison de cette présence dans une alliance qui n'avait plus d'ennemis justifiés. Sur le plan de l'ONU, alors je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il y a une injustice qu'il faudra réformer, mais c'est pas simple parce que ça concerne l'ensemble des pays du monde. Mais le Conseil de sécurité, actuellement, je lui accorde quand même plus de points positifs que vous me semblez lui apporter, parce que c'est quand même un forum où certaines crises, par exemple la Syrie, la Russie et la Chine, qui sont membres permanents du Conseil de sécurité, peuvent s'opposer à des décisions unilatérales de la surpuissance américaine. Donc le Conseil de sécurité a son rôle à jouer. Alors évidemment, il faudra sans doute réformer le fonctionnement non seulement du Conseil de sécurité, mais même de l'ONU, parce que pourquoi un certain nombre de pays membres du Conseil de sécurité? Simplement parce qu'ils sont les plus importants et les plus forts. Donc il est logique effectivement que d'autres pays participent au débat au même titre que ces pays-là. Mais ce sont des réformes délicates à entreprendre, parce que puisqu'il s'agit des réformes de fonctionnement de l'ensemble du monde, puisque c'est l'organisation de l'ensemble des nations qui sont sur la planète, c'est assez difficile, mais pour le moment, je trouve que le Conseil de sécurité a encore montré, si vous voulez, sur la Libye, la Russie a laissé faire, la Russie et la Chine ont laissé faire, mais d'abord, elle ne s'attendait peut-être pas aux empiètements et au dépassement des résolutions qu'ont pratiquées ensuite l'Amérique, la France et la Grande-Bretagne. Mais pour la Syrie, ils ont dit clairement qu'il n'en serait pas question. Donc il ne peut pas y avoir d'intervention en Syrie pour le moment à cause de ça. Mais oui, c'est votre domaine. J'aurais voulu dire à Mme Traoré, quand même rapidement, pour répondre à sa question. Moi, je suis partisan d'une France indépendante de tous les blocs et d'une France qui, fidèle à sa réputation de droit de l'homme et à sa réputation qui date de l'époque des Lumières et de la Révolution, elle est une politique qui ne soit pas la politique qu'elle mène actuellement, alignée sur l'Amérique. Et donc, je suis d'accord avec vous, et j'espère qu'un jour, on arrivera, mais je ne pense pas que ce soit par un processus électoral normal, parce que vous voyez ce que nous amènent les processus électoraux normaux en France. On va de Sarkozy à Hollande, c'est pas tellement réjouissant. Juste une précision quand même sur le début. Excusez-moi, monsieur, d'apporter une contribution modeste. Mais quand même, l'ONU, on ne peut pas oublier. L'ONU à l'heure actuelle, c'est l'histoire d'un rapport de force. Donc, parler de redéfinir le Conseil de sécurité ou que le Conseil de sécurité dans la crise syrienne serait bien, etc. Non, c'est l'histoire d'un rapport de force, ne l'oublions pas. Je pense que la seule chose qui est à réfléchir, si on réfléchit à l'ONU, à une organisation des Nations Unies, donc des peuples, parce que quand même c'est nous qui élisons nos représentants qui vont à l'ONU, ne l'oublions pas. On a l'impression que c'est complètement déconnecté de nous et qu'il s'agit d'une société qui n'a aucune relation avec les autres, mais ce n'est quand même pas tout à fait comme ça. Je pense qu'il ne faut pas oublier
le contexte de la création de l'ONU. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, une ONU pensée pour les Blancs qui colonisaient encore la moitié du monde. Donc s'il y a une chose à réfléchir sur une réforme de l'ONU, c'est bien déjà un rebalancement des rapports de force, mais avec l'introduction de tous les pays qui ont été colonisés. Sans les pays colonisés, l'ONU est à l'heure actuelle illégitime, disons, illégitime. Tout comme sont d'ailleurs la résolution 1973, qui est une résolution illégale, tout comme celle de l'intervention de l'Irak, qui est une intervention illégale, tout comme le fonctionnement de la Cour pénale internationale à l'heure actuelle est illégal, puisqu'il y a un certain nombre de pays. Ce n'est pas parce que. Non, justement, c'est pas à cause de ça. Ce n'est pas à cause du fait que nous sommes traînés devant la Cour pénale internationale que les représentants des pays africains, c'est parce qu'il y a un certain nombre de pays, dont la France, qui ont fait des réserves pour ne pas être traînés pour les actes commis à Madagascar, en Algérie, etc., au Cameroun, etc. Donc, je pense qu'il faut faire attention. Quand on réfléchit à l'ONU, la difficulté, c'est bien ça, c'est que c'est un instrument, une institution qui a été créée par l'Occident à un moment où la plupart des pays occidentaux étaient des pays colonisateurs. Le monde a changé, et c'est ce changement du monde qui n'est pas introduit dans l'ONU. Donc on peut penser peut-être qu'avec le balancement des révoltes arabes, avec un certain nombre d'éléments qui changent, et peut-être aussi avec les rapports de force que vont introduire la Chine et les BRICS, en fait, plus généralement les BRICS, peut-être qu'on peut penser qu'il va y avoir un contrebalancement à l'hégémonie onusienne, telle qu'elle est pensée maintenant, et que le rapport de force tiendra plus compte d'une recomposition du monde. On va attendre et certainement on va s'ouvrir considérablement avant cela.